Le média se voulait une télévision novatrice, insoumise. En quelques semaines, les départs, les querelles se sont multipliés. La ligne éditoriale est contestée. Des fake news, des mensonges médiatiques apparaissent, notamment avec l'annonce d'un prétendu étudiant dans le coma à Tolbiac. Depuis 4 ans, TV Liberté vous offre chaque jour une information différente, vérifiée, alternative, pour maintenir sa liberté et son indépendance. Donnez à TV Liberté, donnez à la presse que vous aimez. Pour notre Zoom du jour, TV Liberté est à l'Assemblée nationale où était organisée le 24 mai une conférence sur la monnaie intitulée « Demain, quelle monnaie pour quel monde ?» Bonjour Monsieur le député. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Monsieur le député, pourquoi il est important aujourd'hui de débattre sur la monnaie ? Tout simplement parce qu'elle régule, elle est la source de l'économie, parce que nous avons en même temps, au plan de l'actualité, un vrai débat sur l'euro avec les économistes allemands qui mettent en garde les pays latins, un autre pays latin qui est l'Italie, qui propose de mener une politique budgétaire qui le conduirait peut-être à sortir de l'euro. Donc on voit bien la fragilité déjà de notre monnaie. Et puis enfin parce que les Suisses posent en ce moment une question essentielle qui est: est-ce qu'il ne faudrait pas réguler mieux la masse monétaire en confiant à la Banque centrale, leur Banque centrale la capacité d'écrire cette monnaie, contrairement au système actuel où en réalité les banques sont assez libres d'en créer. Alors lors de notre conférence, on a évoqué ce concept très important de monnaie pleine. Est-ce que vous pouvez en 2 mots nous définir ce qu'est cette monnaie pleine ? Oui, la monnaie pleine, c'est l'idée que d'abord les comptes courants qui sont détenus dans les banques sortent du bilan des banques et qu'on considère que la banque les gère pour l'extérieur, et donc ça c'est à part. Et ensuite en mettant en adéquation pour un adossement à 100%, c'est-à-dire que chaque fois que la banque fait un crédit, elle a en même temps une monnaie scripturale Banque de Suisse plutôt, dans le cas d'espèce, qui l'adosse 1 euro pour 1 euro. Ce qui fait donc qu'en réalité, la masse monétaire qui est créée par les banques est exactement contrôlée par la Banque centrale. Puisque par définition, si elle ne souhaite pas créer de la monnaie scripturale, vous ne pouvez pas faire les crédits. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un système beaucoup plus libre, où effectivement, vous avez un taux de couverture qui n'est pas forcément de 100%, ce qui permet, moyennant des provisions, enfin pas des provisions, mais des ressources qui peuvent être de 10 ou 15 ou 20% suivant les critères, il y a des négociations notamment sur les critères de Bâle, de produire de la monnaie en plus, et donc avec un effet levier. Et donc vous avez effectivement aujourd'hui des chiffres, quand vous regardez la masse monétaire qui a été créée par rapport à ce qui est effectivement détenu par les banques et par rapport aux actifs des banques centrales, vous apercevez qu'il y a un vrai distinguo qui est de 1 pour 1000. Vous nous expliquez en gros que la monnaie aujourd'hui n'est pas un instrument neutre, mais que c'est un instrument plutôt politique ou économique. Il y a 2 écoles qui s'affrontent, ceux qui pensent que c'est que c'est neutre et donc par conséquent que vous pouvez en créer de manière liquide, c'est toutes les méthodes de quantitative easing et donc ça n'aura pas forcément d'impact sur l'économie réelle. Et puis vous avez une autre école à laquelle j'appartiendrai plutôt qui considère qu'en réalité la monnaie est un outil politique, d'abord parce qu'elle est dans la main du prince, enfin aujourd'hui des autorités politiques normalement, et puis deuxièmement parce que effectivement la raréfaction ou l'offre de monnaie modifie le comportement des acteurs économiques et donc a un impact réel. Et effectivement, dans l'espace mondial et plus spécifiquement dans l'espace européen, on voit bien que la politique de quantitative easing a conduit à une baisse des taux d'intérêt très forte. Et donc, lorsque la monnaie n'est pas chère, vous ne faites plus des investissements sur des critères économiques ou rationnels, mais sur d'autres critères. Ça développe également des phénomènes, je dirais, d'utilisation malsaine de l'outil, puisque vous pouvez avoir du trafic, etc. Et donc on a effectivement besoin de réfléchir sur qui, en réalité, produit la monnaie et à qui doit-il rendre des comptes. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on est dans un modèle de monnaie neutre ou de monnaie politique ? Aujourd'hui, la croyance, c'est que la monnaie est neutre. Même si elle est utilisée non pas de manière politique, mais de manière technique, puisque ce sont des décisions prises par les banques centrales, notamment la Fed, qui rend des comptes néanmoins au président américain, et la Banque centrale européenne, qui, elle, n'a qu'un objectif, l'inflation. Donc en réalité, aujourd'hui, la manière dont la Banque centrale européenne, si je prenais une caricature grossière, c'est de dire, moi, je dois suivre un niveau dans ma baignoire. Voilà, quand j'ai pas assez d'eau, j'en rajoute. Quand j'ai trop d'eau, je vide. C'est ça la manière dont elle l'aborde. Une manière plus politique de le faire, c'est de dire, moi j'estime que peut-être le bon niveau pour l'inflation c'est là,
et pour des raisons indépendantes et parce que je pense que c'est bon pour doper un peu mon économie, eh bien je vais mettre plus d'eau ou moins d'eau. Merci monsieur le député. Jean-Claude Verbroek, vous êtes l'organisateur de cette conférence aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur la monnaie. Vous êtes professeur à l'Université de Lille. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'évolution du rôle de la monnaie et nous dire ce qu'elle devrait être aujourd'hui ? Eh bien, le rôle de la monnaie, il est ample parce que son histoire est extrêmement longue, hein, des milliers et des milliers d'années. Et la monnaie commence finalement par le prince qui va choisir la forme, l'objet, le vecteur par lequel les sujets vont se désendetter vis-à-vis de lui. Autrement dit, ce qu'on appelle la monnaie, c'est un règlement de la dette des sujets vers le prince. C'est comme ça l'histoire de la monnaie. Bien avant tout ce qu'on parle, tout ce qu'on évoque à propos du troc. Et donc, ça remonte à quoi? Ça remonte à ce qu'on appelle le Big Bang des États. Le Big Bang des États, c'est la naissance d'un rapport entre un prince et des sujets, et qui est un rapport de créancier à débiteur. Et ce rapport de créancier à débiteur est soldé par cet objet qu'on appelle des rondelles d'or frappées à l'effigie du prince. Qu'est devenue la monnaie aujourd'hui de nos jours? La monnaie a beaucoup évolué. Elle va jusqu'au Bitcoin aujourd'hui, mais la monnaie, elle est d'abord un instrument pour lequel l'État s'est dessaisi. Les États se sont dessaisis de la monnaie au profit des banques, et ce sont les banques qui émettent la monnaie. Au profit des banques privées? Au profit des banques privées. Bon, aussi quelquefois des banques publiques, hein, mais les banques publiques sont souvent gérées comme des banques privées, un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qu'elle devrait être aujourd'hui, la monnaie, selon vous? Eh bien, elle devrait être créée au service de l'économie, alors qu'elle est plutôt créée au service massivement de la finance. C'est-à-dire qu'il y a énormément de signes monétaires qui circulent, mais finalement, il y a très peu d'investissements économiques. Or, les besoins sont très importants et on pourrait réorienter la monnaie vers l'investissement économique, ce serait plutôt une bonne chose. Et comment est-ce que ça serait possible en fait de réorienter justement cette monnaie vers l'activité économique? Il faut que l'État renaisse de ses cendres. Voilà, je pense qu'il est en train de renaître de ses cendres tout doucement. Il y a des États qui n'ont pas des armées et les États-nations sont en train, je pense, globalement de renaître, y compris chez nous, puisque Bruxelles est en train tout doucement de s'assoupir, désespérément d'ailleurs, au profit d'États-nations qui commencent à contester brutalement et de plus en plus brutalement. C'est l'Europe de l'Est, c'est l'Europe du Sud, avec notamment maintenant l'Italie, troisième économie de la zone euro. Et ça devient très très grave pour les Bruxellois. Merci Jean-Claude Verbroek. Jean-Pierre Gérard, vous êtes chef d'entreprise, président du G21 et de l'Institut Pomone. Vous nous avez affirmé lors de cette conférence que le système monétaire est en grande difficulté. Expliquez-nous pourquoi. Oui, le système monétaire a accumulé un certain nombre de moyens de paiement qu'on appelle les produits dérivés et qui atteignent des proportions telles que finalement plus personne ne sait ce qu'il y a dans ces produits dérivés, si ce sont des bonnes dettes, si ce sont des bonnes créances, etc. Donc autrement dit, aujourd'hui, plus personne ne sait rien et la masse de ces produits dérivés augmente de manière considérable. Alors pourquoi je dis que c'est en crise, c'est parce que le PIB mondial est de 80 000 milliards de dollars. Pour financer ça, pour que cette économie puisse tourner grosso modo, il faut entre 240 et 250 milliards de dollars, comme c'est d'ailleurs dit par le FMI. Et la somme des produits dérivés, et les derniers chiffres que j'ai, qui datent déjà de quelques années, c'est de 800 000 milliards de dollars. Donc il y a un écart terrible entre ce qui sert à l'économie et ce qui est de la pure spéculation, je dirais un peu en l'air. Selon vous, la monnaie pleine, hein, le concept qui a un petit peu animé cette conférence, ce concept est-il susceptible d'éviter les crises monétaires ?
Alors là, je ne me prononcerai pas parce que je n'ai pas d'idée sur le sujet. Justement, l'objectif, c'était de savoir... Moi, mon objectif, c'était de poser un problème et de voir quelle était la nature du débat qu'on pouvait avoir autour de ce problème. Je ne sais pas si la monnaie pleine est une bonne ou une mauvaise solution. Je pense que c'est une solution sûrement partielle. Je pense que c'est sûrement une solution, mais qu'elle est vraisemblablement partielle et qu'il faudrait la compléter par d'autres choses. Donc la monnaie pleine, c'est bien le fait de transformer la monnaie comme instrument politique en instrument neutre, c'est bien ça? C'est ça, et puis je dirais c'est surtout de s'assurer que les banques ne modifient pas la nature des dépôts. Au fond, c'est une conception un peu différente, c'est de dire que les dépôts des particuliers sont garantis à 100% par la banque de dépôt. Donc autrement dit, là il y a un problème très difficile à gérer parce que c'est pas comme ça qu'on travaille depuis 40, 50, même 100 ans. Donc, et d'habitude, les banquiers ont un rapport, partent du principe qu'on ne demandera jamais la totalité des remboursements en même temps, et donc ils ont la possibilité de faire des crédits nettement supérieurs à ce qu'ils ont en encaisse comme dépôt. Et la difficulté vient de là parce que tant qu'on reste dans des zones limitées et acceptables, ça marche. Et puis il y a un moment où je dirais il y a des gens qui prennent peur et à ce moment-là on est dans une situation extrêmement difficile, ce qu'on appelle les bulles qui éclatent, c'est tout. Merci Jean-Pierre Gérard. Jean-Michel Nolot, vous êtes ancien banquier et membre de l'autorité des marchés financiers. Vous avez fait une critique de la financiarisation aujourd'hui à cette conférence sur la monnaie en évoquant notamment la réserve fédérale américaine. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette critique? Oui, je suis ancien membre du collège autorité des marchés financiers. J'étais pendant 10 ans, effectivement, j'ai travaillé sur la régulation financière. J'ai évoqué la Banque fédérale américaine. Effectivement, pour dire que le Conseil de politique monétaire de la Fed considère qu'il est urgent maintenant de réduire le bilan de la Fed parce que cette politique de création monétaire pendant 8 ans en réalité, avec 7-8 ans avec le quantitative easing, avec des taux zéro, risquait d'être assez dangereuse. Parce que quand les taux sont à zéro, on ne peut faire que des bêtises. Et quand il y a trop de création monétaire, eh bien cette création monétaire, elle ne s'investit plus dans l'économie réelle qui a des besoins limités, surtout depuis la dernière crise, mais elle s'investit dans les actifs financiers. Donc un petit peu comme en 1929, j'ai cité un communiqué de la Fed américaine, très exactement la Banque fédérale de New York, en février 29, dans leur rapport annuel. Ils disent que lorsqu'il y a une création monétaire excessive, cela se traduit par la dépression. Et c'est exactement en fait ce qui s'est passé, donc c'était prémonitoire. Et aujourd'hui, on est en face de ce risque. Je pense que de la même façon, aujourd'hui, la Banque centrale américaine est prise un petit peu de vertige devant ce qui s'est passé et elle considère qu'avec un bilan, je ne veux pas citer de chiffres, mais enfin, le bilan de la Fed aujourd'hui, c'est 22% du PIB. La BCE, c'est 42% du PIB. Vous voyez, ils ont été beaucoup plus loin. La Banque nationale suisse, dont on a parlé, c'est 105% du PIB. Donc, la Fed américaine a un bilan plutôt moins lourd que les autres, ou que la banque japonaise par exemple. Et en réalité, elle estime que le rétablissement, ou plutôt la préservation de sa crédibilité passe par la réduction de son bilan. Et donc moi je suis persuadé qu'elle va poursuivre cette action de hausse des taux. On sent que c'est un phénomène de rattrapage parce qu'elle aurait dû les augmenter beaucoup plus tôt. Et on risque d'avoir, je pense assez rapidement, cette politique de hausse des taux qui va se heurter au mur de la dette. Et quand vous regardez l'évolution de la dette depuis 2000, vous constatez, il y a une étude très intéressante du FMI à l'automne dernier, qui était consacrée aux pays du G20. On constate que la dette entre 2000 et 2007 a augmenté de 40% pour les pays du G20. Depuis la dernière crise, elle a doublé exactement. Elle a doublé. Et par conséquent, tous ces acteurs, aussi bien dans la sphère privée
que dans le public commence à souffrir de cette évolution. Et je crois que les mesures qui ont été prises par Trump, qui créent un déficit tout à fait important pour les 2 années 2018-2019, c'est un supplément de déficit budgétaire de 600 milliards de dollars. C'est-à-dire c'est l'équivalent du déficit budgétaire de 2017, à peu de choses près. Donc, il va y avoir des besoins de financement plus importants. Il y a cette politique de la Fed que je viens d'évoquer qui se traduit également par un besoin de financement de l'ordre de 600 milliards de dollars. Vous voyez bien, 1200 milliards. Il faut trouver de nouveaux investisseurs et je pense que malheureusement, ça va se traduire par une hausse des taux. Et d'où le risque de crise. Les crises éclatent souvent parce qu'il y a une petite hausse des taux qui survient et qui est trop. Et malheureusement, on ne pourra pas l'éviter. Le problème, c'est que la politique monétaire a été beaucoup trop complaisante pendant de nombreuses années. Justement, au-delà de la Fed, vous évoquez le problème des statuts des banques centrales. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur ces problèmes ? Oui, le thème aujourd'hui était le 100% monnaie parce qu'il y a une votation en Suisse le 10 juin et je remarquais que dans le projet du 100% monnaie, bon, j'ai des doutes sur un certain nombre de points, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui reste dans l'ombre, c'est le statut de la Banque nationale suisse parce qu'il est dit que ce sera une société étatique indépendante. Or, la Suisse, à travers sa banque centrale, aujourd'hui, crée énormément de monnaie. Et en réalité, vous avez un ancien gouverneur de la Banque de France, Jacques Delarosière, qui est un économiste tout à fait remarquable, qui dit lui-même, aujourd'hui, les banques centrales sont tombées dans la dépendance des marchés financiers. Donc, c'est extrêmement grave, si vous voulez. Je ne suis pas sûr qu'on aurait créé davantage de monnaie si les banques centrales étaient restées dans la main des gouvernements depuis 20 ans. Ça pose une vraie question. Et donc, au minimum, moi, je pense qu'il faut modifier les statuts des banques centrales en mettant en objectif premier, devant l'inflation, devant le reste, la stabilité financière. Un gouverneur de la Banque fédérale américaine, Ben Bernanke, considérait, avant de devenir président de la Banque centrale, qu'il y avait plus de risques à freiner trop tôt l'économie avec une hausse des taux qu'à attendre l'éclatement des bulles financières. Mais c'était des propos d'avant 2008. Je pense qu'il a peut-être changé d'opinion depuis 2008. C'est très important, effectivement, de maîtriser, grâce à une réglementation stricte, les marchés financiers, mais c'est aussi important de maîtriser la création monétaire. Merci Jean-Michel Nolot. Christian Gomez, vous êtes docteur en sciences économiques et ancien haut cadre de Banque Suisse Internationale, à l'inverse du député Julien Aubert qui semble être pour une monnaie instrument politique. Et pourquoi prenez-vous l'utilisation d'une monnaie pleine ? Une monnaie pleine, c'est une monnaie qui est contrôlée par la Banque centrale. Donc, ce que nous ne voulons plus, c'est que l'alimentation monétaire d'une économie dépendent du crédit bancaire. Aujourd'hui, les banques, en faisant du crédit, créent de la monnaie. Et cela entraîne un caractère procyclique à cette création monétaire, c'est-à-dire que quand tout va bien, il y a une profusion de monnaie, ce qui alimente tous les phénomènes spéculatifs. Et quand tout va mal, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que les entreprises, quand elles ont besoin d'argent, en fait, elles n'en trouvent plus. Et du fait de ce lien entre les crédits et la monnaie, dans les phases de récession, tend à ralentir ou à décliner. Et donc ça ne peut qu'accentuer les crises. Christian Gomez, comment envisagez-vous les réformes qu'il faudrait mettre en place pour parvenir à cette monnaie pleine ? Écoutez, la réforme monnaie pleine vise à substituer au dépôt à vue bancaire aujourd'hui une monnaie totalement garantie, totalement émise en fait par la Banque centrale. C'est-à-dire plutôt que d'avoir des dépôts dans les banques, tels qu'ils sont aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les dépôts sont des créances que les détenteurs de dépôts ont sur les banques.
Ce n'est pas comme un billet de banque. Ben, ce que nous voulons, c'est que les nouveaux dépôts, ce qu'on appelle la monnaie électronique, soient absolument équivalents du point de vue de leur sécurité, de leur sûreté, aux billets de banque que les gens ont dans leur portefeuille ou dans leur porte-monnaie. Et qu'est-ce que cela changerait concrètement par rapport à la situation actuelle? Alors, du point de vue pratique, c'est-à-dire pour la vie de tous les jours, ça ne changerait pas grand-chose. C'est-à-dire que les gens ne subiraient pas une révolution dans leur pratique. Ils continueraient à œuvrer comme ils œuvraient le jour d'avant. Par contre, au niveau de la transformation, au niveau du fonctionnement même du système monétaire et du système économique, cela change absolument tout. Parce qu'il y aura un plus grand contrôle de la masse monétaire. Ça veut dire que l'on pourra contrôler d'une manière beaucoup plus efficace l'évolution de l'économie. Deuxièmement, les crises systémiques seraient éradiquées. Donc, parce qu'il n'est plus possible d'avoir de crise systémique dans la mesure où la monnaie détenue par les agents économiques serait de la monnaie banque centrale. Ça aurait un effet très positif sur l'efficacité globale de l'économie, pour des raisons économiques sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Et puis, ça permet également à la collectivité, c'est-à-dire à l'ensemble du peuple suisse, en l'occurrence aujourd'hui pour la Suisse, peut-être demain pour le peuple français, de récupérer ce qu'on appelle la rente monétaire. Parce que les banques aujourd'hui ont un privilège de création monétaire, et qui dit privilège dit rente. Or, cette rente, ce que nous voulons, c'est que cette rente soit récupérée par la collectivité. Merci Christian Gomez. Bernard Dugas, vous êtes ingénieur, vous êtes suisse, vous étiez français autrefois, vous êtes devenu suisse. Vous êtes un ami proche de l'économiste François de Siebenthal. En Suisse, le 10 juin prochain aura lieu une votation sur la monnaie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'enjeu de cette votation ? Oui, donc c'est la votation monnaie pleine. C'est un enjeu important par ses conséquences. Au niveau technique, c'est quelque chose d'assez simple, puisque ça consiste à dire que chaque client d'une banque pourra choisir s'il veut mettre son argent comme un placement dans la banque. Et donc, en cas de faillite de la banque, cet argent peut disparaître. Mais en échange, il est rétribué pour ça. Ou s'il veut mettre son argent comme un compte-titre, comme pour les actions ou les obligations, c'est-à-dire un compte-titre en dehors du bilan de la banque. Et dans ce cas-là, si la banque fait faillite, en fait, il ne perd pas son argent. Et c'est l'argent légal créé par la BNS. D'accord. Et François de Siebenthal, quelle est l'opinion de cet économiste que vous représentez aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'il pense sur le sujet? Disons que je l'ai représenté pour dire qu'il, pour l'excuser à cette réunion, il ne pouvait pas venir. Lui, c'est un signataire de l'initiative lors du dépôt de l'initiative il y a maintenant des signatures, il y a maintenant plus de 2 ans. Donc c'est un fort soutien de l'initiative et il pense que c'est quelque chose effectivement de très important pour la Suisse et aussi pour le reste du monde. C'est pourquoi? Parce que en gros, ça va arrêter le monopole des banques sur la monnaie. Aujourd'hui, la seule monnaie qu'on peut utiliser en tant qu'habitant d'un pays, c'est la monnaie des banques en fait. Même les billets, ça représente la monnaie des banques. Parce que quand vous retirez un billet à un distributeur, vous le payez avec de la monnaie bancaire. Donc en fait, il faut déjà avoir de la monnaie bancaire. Or là, avec monnaie pleine, chaque personne pourra accéder directement à la monnaie centrale créée par la Banque centrale, donc la BNS en Suisse, la Banque nationale suisse. Et du coup, on pourra sortir la monnaie dont on dispose, par exemple les salaires, l'épargne, on pourra la sortir des banques. On ne sera plus obligé de laisser dans une banque d'une manière ou d'une autre. Et donc ça veut dire qu'on peut se protéger des banques et qu'on peut aussi choisir d'autres... En fait, ça finit le monopole des banques sur la création monétaire. Ça met de la concurrence à l'intérieur des banques par rapport à d'autres solutions pour conserver la monnaie légale. Est-ce que vous pensez que ce concept de monnaie pleine puisse être exporté dans d'autres pays que la Suisse? Oui, tout à fait, puisque en fait, c'est à la fois une prise de conscience, donc c'est pour ça que l'aspect pédagogique de l'initiative, même si jamais elle n'était pas votée, l'aspect pédagogique de l'initiative est très important, puisque ça fait prendre conscience qu'une banque n'est pas investir.
déjà. Tout le monde pense qu'une banque, c'est comme un vestiaire. On amène son billet, le banquier le dépose sur un cintre avec une pince à linge. Et puis voilà, votre billet, il reste là et vous pourrez le retrouver dans 10 ans, dans 20 ans. Et en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Et ce qu'on fait quand on va à la banque, on croit qu'on dépose un billet, mais en fait, on amène le billet, on le vend contre dans la monnaie créée par la banque. Comme si on allait au casino, on dépose le billet au guichet du casino et le casino vous donne des jetons en plastique. Mais la banque, elle ne donne même pas les jetons en plastique, elle vous donne juste un nombre inscrit sur un compte, mais c'est une monnaie qu'elle a créée. C'est plus la monnaie légale telle que le billet représente. Donc c'est en fait un changement qui paraît un détail comme ça. Les gens disent mais qu'est-ce que ça change? Parce que dans la vie de tous les jours, c'est vrai que ça ne change pas grand-chose. Mais en fait, ça donne le pouvoir aux banques. Merci Bernard Dugas, vous étiez notre dernier invité pour cette conférence. Demain, quelle monnaie pour quel monde? On était à l'Assemblée nationale. Merci monsieur. Merci beaucoup.